Décolonisation, saison 2, Haïti. Deuxième épisode, les Noirs dans la société coloniale. Bonjour. La semaine dernière, nous avons parcouru la préhistoire d'Haïti, jusqu'à la naissance de la colonie française de Saint-Domingue en 1697. Vous vous rappelez qu'après de rapides repères géographiques, on a vu que le sucre, puis le café, ont fait d'Haïti la colonie la plus lucrative du Nouveau Monde au XVIIIe siècle. Pour les 2 prochains épisodes, mon objectif sera de décrire les 3 groupes qui composent la société coloniale au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les Noirs, les gens de couleur et les Blancs. La société de Saint-Domingue est traversée non seulement par l'inimitié entre Noirs, Blancs et gens de couleur, mais elle est aussi déchirée par des conflits qui opposent les intérêts coloniaux entre eux. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, je me concentrerai sur la tension qui sous-tend toutes les autres, le rapport à l'esclavage. Ensuite, à l'épisode prochain, j'explorerai les tensions entre Blancs d'un côté et gens de couleur, et enfin entre colons blancs et la métropole d'où ils viennent. Comme nous l'avons vu précédemment, à la veille de la Révolution française en 1789, il y a environ 500 000 esclaves à Haïti, comparés aux 31 000 blancs et 28 000 gens de couleur. Autrement dit, pour chaque personne libre à Haïti, il y a 9 esclaves. Et si on y réfléchit une minute, on comprend que dans une société où 9 personnes sur 10 sont asservies, tous les aspects de la vie sont régis par l'esclavage, que ce soit de manière directe ou indirecte. De manière directe, l'esclavage est un outil de production. Il faut donc une terreur quotidienne pour produire la canne. D'autre part, ce qui sous-tend l'action de tous les colons blancs, c'est la volonté de maintenir les Noirs en esclavage, quoi qu'il en coûte. Et oui, les colons ont conscience de dormir au pied du Vésuve, selon le mot de Mirabeau. C'est-à-dire qu'ils sont terrorisés à l'idée d'une révolte des 500 000 esclaves, révolte dont ils risquent de ne pas sortir vainqueurs. C'est cette peur des colons qui est la base même du régime de terreur permanent dans lequel les esclaves africains sont maintenus. La terreur est donc aussi un instrument de contrôle des 500 000 esclaves. Parce que justement, les colons sont terrorisés par la menace d'un soulèvement. C'est là ce que j'appelle une terreur préventive. Mais elle se rajoute à la terreur quotidienne que j'ai évoquée tout à l'heure, celle qui permet de produire la canne. Eh bien, commençons par cette terreur quotidienne, c'est-à-dire les crimes indescriptibles qui sont infligés aux esclaves au nom du commerce et de l'efficacité industrielle. Selon certaines estimations, les esclaves dans les plantations de canne à sucre meurent en moyenne dans les 4 ans qui suivent leur arrivée à Haïti. Un exemple, sur la plantation Breda où grandit Toussaint Louverture, l'espérance de vie est de 37 ans pour les adultes. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas en compte dans ce calcul la mortalité infantile qui, elle, est de l'ordre de 50%. C'est qu'au XVIIIe siècle, pour les planteurs, les esclaves sont juste des outils de production qu'on consomme et qu'on remplace quand il y en a. Avec l'efficacité croissante de la traite négrière, un approvisionnement constant en esclaves bon marché est assuré. On use donc les esclaves jusqu'à la mort, on les jette
et on les remplace pour une bouchée de pain. C'est un calcul économique cynique et froid. Il y a plus de profit à tuer les esclaves au travail qu'à les traiter de telle sorte que leur population augmente. Alors, les planteurs visent le plus grand rendement possible, quel que soit le coût en vie humaine. Et c'est ce qui explique qu'il y a seulement 500 000 esclaves en 1789, alors même que 1 million débarquent tout au long du XVIIIe siècle. C'est aussi ce qui explique qu'en 1789, selon Moreau de Saint-Méry, c'est un historien important de la colonie dont on reparlera encore. Selon Moreau donc, 2/3 des esclaves, soit 50% de la population totale, est bossale, c'est-à-dire qu'ils ou elles sont nés en Afrique, au contraire des créoles qui sont nés à Haïti. Pour le dire autrement, après un siècle d'esclavage où près d'1 million d'Africains ont débarqué à Haïti, il n'y a pour ainsi dire pas de population noire autochtone. Pour décrire la population réduite en esclavage, je voudrais insister sur sa diversité. Car s'il y a 500 000 personnes, c'est qu'il y a 500 000 destins différents. On n'a pas assez de temps pour faire ces 500 000 destins. Mais ce que je veux faire, c'est insister sur quelques points de différence. La première différence, on en a parlé tout à l'heure, est entre les bossales et les créoles. C'est-à-dire les bossales nés en Afrique et les esclaves nés sur la colonie. Cependant, la frontière entre bossales et créoles n'est pas hermétique. Beaucoup de créoles, par exemple, maintiennent un lien très fort avec leurs origines via la langue et la transmettent quelquefois à leurs enfants qui, eux, sont des créoles. Deuxième point de différence, c'est que dans une société où 90% de la population est réduite en esclavage, il est évident qu'ils ne sont pas tous dans les ateliers, dans les champs de canne à sucre. On retrouve les esclaves dans tous les secteurs. Ils sont dockers, cuisiniers, serveurs, femmes de ménage, bûcherons, ouvriers agricoles, etc., etc. Par conséquent, un coupeur de canne, comme le futur général Dessalines, a une vie, a une expérience de l'esclavage très différente du futur général Christophe, le roi Christophe, qui lui, à l'époque, est serveur dans un établissement du Cap français. Ce qui unit néanmoins les esclaves, c'est bien la discrimination raciale et le fait d'être constamment victime de l'arbitraire et de la violence. Et cette expérience partagée crée une identité commune qui commence à se former au mi-temps du XVIIIe siècle avec l'apparition de rites religieux qui vont évoluer pour donner aujourd'hui ce qu'on appelle le vaudou. D'où viennent-ils ces Africains? Au XVIIe siècle, c'est-à-dire avant la création de la colonie, la majeure partie vient des côtes de Sénégambie. Mais dès le début du XVIIIe siècle, ce sont des côtes du Bénin et du Nigeria actuel que partent la majorité des navires négriers. À Haïti, on appelle les esclaves qui viennent du golfe du Bénin Arada, du nom d'un royaume au sud du Bénin. Toussaint Louverture, par exemple, est un créole, mais ses deux parents sont Arada et Toussaint Louverture parle couramment leur langue maternelle, le fon. Après cela, à partir du milieu du XVIIIe siècle, le centre névralgique de la traite se déplace et c'est le port de Luanda, en Angola, qui devient le premier exportateur d'esclaves. À Haïti, on regroupe tous les esclaves venant de cette zone
sous le terme de Congo. Les Congos sont majoritaires en 1789 et plusieurs futurs généraux de l'armée indigène comme Makaya ou Sans Souci sont des esclaves Congo. Avant d'arriver à Haïti, les esclaves capturés en Afrique doivent d'abord survivre aux 2 à 3 mois de traversée de l'Atlantique. 15% d'entre eux, ou elles, meurent en mer, victimes de maladies et de mauvais traitements. Ensuite, ces hommes et ces femmes sont débarqués au Cap, où ils sont vendus, marqués au fer, avant d'être conduits à leur sort. Si le sort est heureux, ces hommes et ces femmes se retrouvent dans une plantation de café ou d'indigo. Le travail y est harassant, mais on n'en meurt pas. Mais pour la majorité des esclaves, c'est direction les champs de canne à sucre où la moitié meurt dans les 3 ou 4 ans qui suivent leur arrivée. Arrêtons-nous donc sur ce travail qui tue. Dans les plantations de canne à sucre, les esclaves sont organisés en ateliers et ils sont placés sous l'ordre d'un commandeur. Ce commandeur est presque toujours un homme créole, choisi d'abord à cause de sa prééminence parmi les esclaves. C'est lui qui est chargé d'imprimer le rythme de travail et de faire en sorte que les esclaves soient productifs. Il réveille les esclaves, passe la journée au champ avec eux ou elles, imprime la cadence et donne le fouet. En contrepartie de ce travail, le commandeur jouit donc de privilèges importants en nourriture, en logement, en soins et en standing. Ce sont donc des personnages à 2 visages, ces commandeurs. D'un côté, ce sont les collaborateurs privilégiés des maîtres. Et le succès d'une habitation dépend de la qualité du commandeur. De notre côté, les commandeurs sont choisis à cause de leur prééminence parmi les esclaves. Ce sont donc des leaders parmi les leurs. C'est la raison pour laquelle, à la grande surprise des maîtres, les commandeurs joueront un rôle primordial dans l'organisation et l'exécution de l'insurrection de 1791. Mais on n'y est pas encore. Revenons-en aux habitations pour décrire le processus de fabrication du sucre. Le sucre, c'est d'abord la canne qu'il faut faire pousser. Au jour le jour donc, les esclaves valides sont chargés de creuser les canaux, de labourer le sol et enfin de planter et de récolter la canne. Ce travail exténuant commence tous les jours à 5 heures du matin. Une pause vers midi, puis on reprend jusqu'à la tombée de la nuit. Et cela 6 jours sur 7. Sous le soleil de plomb, à la merci d'un coupe-coupe mal maîtrisé ou d'un coup de fouet du commandeur si ça n'avance pas assez vite, beaucoup d'esclaves meurent d'épuisement et de mauvais traitements. Après la récolte de la canne, les tiges doivent être broyées à toute vitesse afin qu'elles ne perdent pas leur précieuse saveur. C'est encore là une activité à haut risque, qui plus est pendant la saison des moissons où la canne est broyée 24 heures sur 24. Or, si l'esclave est fatigué, elle ne met ne serait-ce qu'un doigt dans les broyeurs en introduisant la canne, alors là, le doigt est entraîné, puis la main et le bras. Au mieux, il ou elle perd un bras, et au pire, il ou elle meurt du tétanos. Il n'est donc pas rare de voir des esclaves estropiés dans les habitations de canne à sucre. L'un d'entre eux, Macandal, deviendra célèbre. Je vous raconterai son histoire à la fin de cet épisode. Troisième étape, il faut faire bouillir le jus de canne.
Ce processus se fait sous la supervision d'un maître sucrier qui est souvent blanc, assisté d'esclaves bouilleurs de sucre. Ces bouilleurs de sucre comptent parmi les esclaves les plus chers et les mieux traités, au même rang que les artisans, les cochers, les domestiques et les commandeurs. Ces métiers constituent l'élite pour les esclaves. Et les esclaves qui les exercent ont donc plus d'avantages, mais surtout plus de chances d'être affranchis. Et ce que je remarque en passant, c'est que ce sont des métiers où on ne retrouve quasiment pas de femmes. Les femmes sont exclues de toutes les professions privilégiées. Elles constituent donc le gros des troupes dans les ateliers sur la ligne de front, c'est-à-dire dans les champs. Les seuls privilégiés, entre guillemets, travaillent dans l'habitation du maître comme blanchisseuses, cuisinières ou ménagères. Mais elles payent ce privilège au prix fort car elles subissent les viols et les agressions des maîtres. À la violence quotidienne qui est consubstantielle de l'esclavage, s'ajoute donc ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une violence préventive, celle qu'on inflige pour ôter aux esclaves toute velléité de résistance. Par exemple, le Code noir légalise le meurtre et la torture d'esclaves, sous certaines circonstances, bien sûr. Ce texte, édicté en 1685, c'est-à-dire avant la création de la colonie sur Haïti, mais après celle en Martinique ou en Guadeloupe, le Code noir entrevoit le problème qu'il y a à donner carte blanche aux planteurs. Ce qui intéresse les planteurs, c'est le gain à court terme. Alors, s'il faut exercer la violence pour y arriver, soit. Le législateur royal, de son côté, n'a rien contre la violence, mais tient à la pérennisation du système esclavagiste. Le Code noir va donc essayer de mettre des garde-fous à la violence des maîtres. Elle va essayer de fixer des limites aux deux facteurs pouvant menacer le système colonial, la manumission, c'est-à-dire l'affranchissement des esclaves, et la brutalité des planteurs. Mais dans les faits, comme le dit le planteur Tanguy de la Boissière, le Code noir est jugé, je cite, si absurde, fin de citation, que l'application n'en, je cite, n'est jamais tentée, fin de citation. À Haïti, au XVIIIe siècle, les colons s'en moquent du Code noir et s'octroient droit de vie et de mort absolu sur les esclaves. Et ils donnent libre cours à cette pulsion de mort avec une inventivité abjecte. Et je voudrais, avant de continuer, faire un petit avertissement. Les 5 minutes qui suivent ont été très difficiles pour moi à rechercher et à écrire. J'imagine par conséquent qu'elles seront insoutenables pour certaines personnes, car je vais décrire des actes de torture et de mise à mort qui étaient infligés aux esclaves. Si vous n'êtes pas prêt à les entendre, n'hésitez pas à faire avance rapide et à sauter les 3-4 minutes qui arrivent. La base de la violence dans les plantations de canne à sucre, dans les habitations, comme on disait à l'époque, la base donc c'est le fouet, qui est normalement le seul châtiment autorisé par le Code noir. Et pour comprendre l'importance pratique et symbolique du fouet, je vais vous citer ce que dit Victor Schœlcher. Il dit que le fouet est, je cite, une partie intégrante du régime colonial. Le fouet en est l'agent principal. Le fouet en est l'âme. Le fouet est la cloche des habitations. Il annonce le moment du réveil et celui de la retraite. Il marque l'heure de la tâche. Le fouet encore marque l'heure du repos. Et c'est au son du fouet qui punit le coupable qu'on rassemble le soir
où le matin le peuple d'une habitation pour la prière. Le jour de la mort est le seul où le nègre goûte l'oubli de la vie sans le fouet. Le fouet, en un mot, est l'expression du travail aux Antilles. Fin de citation. La décision d'infliger le fouet est de la seule discrétion du maître, car il est sur son habitation à la fois l'accusateur, le juge et le bourreau. Le maître peut ordonner autant de coups qu'il souhaite pour n'importe quelle raison et il n'a aucun compte à rendre, contrairement à ce que dit le Code noir. Pour les maîtres, la flagellation doit être éclatante. Elle doit être publique pour égayer ses colons en mal de distraction. Et de notre côté, elle doit servir d'exemple aux autres esclaves en brisant en eux tout désir de contestation. Un riche propriétaire qui écrit à ses gérants leur dit, je cite, « Les punitions lentes font une plus forte impression », fin de citation. Et il leur recommande, plutôt que de donner, je cite, 50 coups en 5 minutes, d'en administrer 25 en un quart d'heure pour que ça fasse beaucoup plus sûrement impression. Fin de citation. Le maître a le choix entre plusieurs styles de flagellation. Il y a les 4 piquets, c'est-à-dire que l'esclave est couché au sol sur le ventre, les membres attachés à 4 morceaux de bois. Il y a aussi le hamac, où l'esclave est suspendu par les 4 membres. Il y a la brimbale, c'est-à-dire la suspension par les mains, et enfin l'échelle, lorsque l'esclave est attaché par les pieds et par les mains sur une échelle. Et il ne faut pas croire que les femmes échappent à la rigueur du fouet. Même lorsqu'elles sont enceintes, un trou est creusé dans le sol pour y loger le ventre. Pour aller plus loin dans la cruauté, on verse dans les plaies des suppliciés du jus de citron, de l'eau salée, du poivre, du piment ou des cendres pour soi-disant accélérer la cicatrisation. De plus, la certitude obsédante que les planteurs ont d'avoir autant d'ennemis que d'esclaves les pousse à inventer des tortures plus extrêmes encore que le fouet. Les mutilations sont multiples. Oreilles, membres, seins, parties sexuelles. À d'autres, on crève les yeux, ou on leur arrache les dents, les ongles, ou on leur lacère la bouche, comme dans L'homme qui rit de Victor. Quand il s'agit de donner la mort, la peine communément requise contre les esclaves est la pendaison. Mais là aussi, les maîtres font ce qu'ils veulent. Les esclaves peuvent être écartelés ou encore jetés dans les machines à broyer la canne. Certains sont enduits de sucre et enterrés jusqu'au cou près des nids de guêpes ou de fourmis rouges. On attache d'autres à un arbre pour les laisser mourir de faim et de soif. Ça s'appelle, entre guillemets, mettre le nègre au sec. Fin de citation. La punition la plus abjecte que j'ai lue dans les livres consiste à bourrer l'anus de poudre à canon et à y mettre le feu. Ça s'appelle, je cite, faire sauter le cul d'un nègre. Fin de citation. Bref, il est impossible d'écrire de manière exhaustive tous les actes de barbarie infligés aux esclaves. Mais après le catalogue ignoble que je viens de faire, vous en avez maintenant une petite idée. Quelle est l'attitude des esclaves par rapport à ces violences? Eh bien, la plupart essaient juste de survivre. Ils obéissent et tentent d'éviter le fouet. Bien sûr, certains, comme les commandeurs, collaborent à la violence du maître, mais c'est un réflexe de survie ou alors c'est fait par espoir d'être affranchi. Cependant, comme le dit l'historien du Brésil João José Reis, je cite, « Là où il y a esclavage, il y a résistance ».
Fin de citation. Ce n'est pas nécessairement la rébellion, ça c'est pour 1791, mais certains historiens parlent de résistance adaptative, c'est-à-dire à l'intérieur du système. Sur le plan individuel, les esclaves font tout pour conforter les préjugés des Blancs sur la paresse et la bêtise des Noirs. Par exemple, ils font semblant de ne pas comprendre les instructions, ils font exprès de ralentir les cadences et vont même jusqu'à endommager quelquefois leurs outils de travail. Deuxièmement, la pratique du marronnage, c'est-à-dire le fait de s'enfuir des plantations, est aussi ancienne que l'esclavage. À Haïti, ce sont souvent les nouveaux arrivants qui y succombent, mais ils sont souvent repris car ils ignorent la géographie de l'île. Les planteurs tolèrent ce qu'ils appellent le petit marronnage, c'est-à-dire des absences de courte durée qui sont souvent collectives et ressemblent à des mouvements de grève. Souvent, les esclaves négocient leur retour s'ils ont la promesse de ne pas être punis. Cependant, cette promesse n'est pas toujours tenue, et je vous renvoie au châtiment que j'ai décrit il y a quelques minutes. Mais le petit marronnage peut être une forme de résistance collective, surtout sur les habitations dont le propriétaire est absent. Le marronnage collectif est donc une sorte de mouvement de grève pour protester, par exemple, contre la brutalité d'un gérant. À côté du petit, il y a le grand marronnage. Certains esclaves rallient les villes où les esclaves ont plus de liberté de mouvement. Ils peuvent ainsi se fondre dans la masse des livres de couleur, par exemple. La ville est la destination privilégiée des femmes, par exemple. Cependant, c'est un endroit dangereux car c'est là où les forces de l'ordre sont les plus concentrées. L'autre destination des marrons, ce sont les montagnes, le fief des bandes d'esclaves en fuite. À Haïti, ces bandes sont assez réduites, rien à voir avec la Jamaïque ou le quilombo de Palmarès au Brésil, par exemple. Cependant, les bandes de marrons se maintiennent durant tout le XVIIIe siècle. Ces bandes vivent du trafic avec le territoire espagnol et mènent aussi des raids contre les habitations. Mais attention à ne pas se faire attraper. Le Code noir stipule qu'un esclave en fuite pendant plus d'1 mois doit avoir l'oreille tranchée et l'épaule marquée d'une fleur de lys. Les récidivistes sont à nouveau marqués au fer rouge et se font sectionner le jarret. D'ailleurs, si vous savez ce que c'est exactement le jarret chez l'être humain, je suis preneur. Il me semble que c'est le haut de la cuisse, mais je ne suis pas sûr. La 3e fois, un esclave qui se fait rattraper est condamné à mort. Mais la forme de résistance collective la plus redoutée des planteurs, c'est le poison. Je dis résistance collective, car pour s'en prendre au maître, il faut que plusieurs esclaves collaborent. Il faut d'abord quelqu'un qui s'y connaît, qui a accès à des herbes vénéneuses. Ensuite, il faut faire passer le poison jusqu'à un ou une esclave de maison qui puisse le mettre dans une boisson ou un repas. C'est donc super compliqué. Et c'est aussi une pratique de longue date, mais dont on ne connaît pas la mesure exacte, tant est grande la paranoïa des planteurs à ce sujet. À tort ou à raison, pendant tout le XVIIIe siècle, les planteurs s'imaginent que le poison est en cause dès qu'une bête ou un être humain succombe subitement. Entourés qu'ils sont d'autant d'esclaves que d'ennemis, les maîtres voient des empoisonneurs partout et n'hésitent pas à brûler vifs les suspects sans aucune forme de procès. Ainsi, en 1775, un médecin rapporte que chaque habitation a son bûcher, ce qui veut dire que brûler vif un esclave
est quelque chose d'assez fréquent. Il y a donc des actes de résistance individuelle et collective. Mais ce qui manque au XVIIIe siècle, c'est une résistance coordonnée entre habitations et un leadership pour harmoniser ces actions. Pour paraphraser l'ouvrage L'histoire des deux Indes, pamphlet critique des sociétés coloniales de l'abbé Raynal, je cite « Tout ce qu'il manque aux nègres, c'est un chef assez courageux pour les porter vers la vengeance et le carnage. Où est-il ce grand homme que la nature doit à ses enfants humiliés, oppressés, tourmentés? Il viendra, n'en doutez pas. Ce vénérable chef rassemblera autour de lui ses compagnons d'infortune. Plus impétueux que les torrents, ils laisseront partout d'ineffables traces de leur juste colère. » Fin de citation. Ce grand leader, les esclaves des plaines du Nord le croient venu à partir de 1757 en la personne d'un leader marron charismatique, Makandal. Makandal est un surnom et il dérive du mot Congo qui désigne une amulette. Cependant, François Makandal évoque quelquefois Allah, ce qui tend à indiquer qu'il est peut-être né en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas sûr. En tout cas, il est esclave sur une plantation de la paroisse de Limbé, dans la province du Nord, et c'est là qu'il perd un bras. On ne sait pas s'il est victime d'un coup de coupe-coupe malencontreux ou d'une machine à broyer la canne. Après cet épisode, Makandal est en tout cas confiné à la garde des animaux. C'est à ce poste qu'il s'enfuit de la plantation pour les montagnes et rejoint une communauté de marrons dont il finit par prendre la tête. Mais Makandal n'en reste pas là. Malgré le danger et l'immensité de la tâche, Makandal descend des montagnes et se fait connaître en organisant un vaste réseau dans les habitations, dans les villes et chez les commerçants qui circulent entre les plantations. Il circule de nuit et profite aussi des cérémonies religieuses d'esclaves qui sont tolérées par les planteurs. Ces rassemblements, où naissent des pratiques cultuelles et religieuses nouvelles, sont importants, car c'est là que naît une identité noire autochtone. Makandal sait comment fabriquer du poison à partir des plantes. Son réseau sème donc la terreur en s'attaquant au bétail, aux esclaves susceptibles de trahir le réseau et bien sûr aux maîtres. Selon Moreau de Saint-Méry, Makandal aurait conçu le dessein d'éliminer tous les blancs de Saint-Domingue en commençant par empoisonner les sources d'eau potable du Cap français. Mais il est trahi avant de passer à l'action et il est arrêté. Après un rapide procès, Makandal est condamné au bûcher. Le jour de l'exécution, à laquelle semble-t-il assiste un jeune Toussaint Louverture, alors âgé de 15 ans, le jour de l'exécution donc, quand les flammes atteignent son corps, Makandal se débat avec vigueur et parvient à arracher le poteau où il est attaché. Dans l'assistance fusent les cris des Noirs, Makandal sauvé. Puis c'est la confusion avant que Makandal ne soit maîtrisé et rejeté au feu. Mais comme il s'était souvent targué de son vivant de pouvoir changer de forme, et qu'il avait déclaré qu'il se transformerait en mouche pour échapper aux flammes, la légende naît et se propage parmi les esclaves que Makandal s'est échappé. Cette légende et la publicité qui est faite à Makandal par les planteurs contribuent aussi à installer un climat de paranoïa et de violence chez les Blancs. Pour les esclaves, de l'autre côté, Makandal est un précurseur et nul doute que Toussaint Louverture
a grandi dans cette croyance du retour éventuel de Makandal. Pour les planteurs, Makandal symbolise tout ce qu'ils craignent, c'est-à-dire le danger d'un soulèvement de masse qui détruirait la colonie. Pour empêcher une telle éventualité, les colons blancs se lancent dans une fuite en avant dans la violence en plein siècle des Lumières. Au même moment, il ne faut pas oublier en effet qu'en France, d'autres voix se font entendre, comme celle de l'abbé Raynal que j'ai cité tout à l'heure. Il y a quelques abolitionnistes qui disent au contraire que c'est justement la violence des colons qui engendre la violence des esclaves dans un cycle qu'il faut briser avant qu'il ne soit trop tard et qu'une insurrection ne détruise la colonie. Il y a donc, aussi bien chez les esclavagistes que chez les abolitionnistes, une conscience aiguë du potentiel révolutionnaire des esclaves. Néanmoins, ce sera un choc pour tout le monde quand les esclaves se révolteront en 1791. C'est ce qu'on verra à l'épisode prochain en parlant plus en détail de la population blanche et de couleur. Mais avant de nous quitter, comme à chaque épisode, je voudrais faire ressortir un morceau de la playlist Spotify qui est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, je voudrais mettre en avant la célèbre chanson de Toto Bissant. Deyo, map chante Deyo, Haïti, wo. Vous aurez connu là la chanson Day de Toto Bissant. Or, Day veut dire deuil en français. Et je pense que c'est un mot qui sied bien à ce XVIIIe siècle horrible de l'esclavage. Day de Toto Bissant donc, pour vous accompagner jusqu'à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et salut hein. Jackie.